Sous-titrage ZDF, 5 février 2026. Nous sommes dans la 4e année, jour 347, depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Voici le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, de vives critiques visent le commandant ukrainien Syrski, la poursuite de la guerre stalinienne et une attaque ukrainienne contre des sites russes de lancement du missile Orychnik à moyenne portée. Regardez donc ce soldat russe. Le drone survole une zone où se trouvent des morts et soudain il réagit et commence à tirer sur le drone. Bien sûr, il a fait semblant d'être mort, ce qui est logique, mais pourquoi n'a-t-il pas continué ou commencé à tirer plus tôt ? Le problème, c'est que le drone semble plus proche et plus grand, donc on pourrait théoriquement mieux l'atteindre. Cependant, il ne faut pas oublier que ces drones explosent souvent, et plus ils sont proches de quelqu'un, plus il y a de risques d'être blessé. Mais d'après ce que l'on voit dans cette vidéo, il a de toute façon raté sa cible. Les drones restent tout simplement des outils utiles. Imaginez que l'infanterie ukrainienne ait dû fouiller cette forêt. L'un d'eux aurait pu feindre la mort et toucher un soldat ukrainien. Nous voyons ici un autre drone survoler l'abri d'un char russe T-62, probablement protégé de l'artillerie. Vous voyez bien que ce n'est pas une installation provisoire et que l'abri a été construit avec soin. Les drones réussissent aussi ici grâce à leur mobilité, contrairement à un obus d'artillerie à trajectoire balistique. Les discussions entre Ukrainiens et Russes restent stériles. Pourquoi ? Presque, nous allons l'expliquer. La Russie continue d'exiger le maximum, et l'Ukraine n'est pas prête à l'accepter. La Russie voit la reconnaissance internationale du Donbass comme territoire russe comme un point clé d'un éventuel accord. Il a donc été question d'un cessez-le-feu, rapporte l'agence TASS citant une source proche des négociations. Selon cela, il est très important pour Moscou que tous les États procèdent à cette reconnaissance, ce qui rend bien sûr sa mise en œuvre encore beaucoup plus difficile. Si l'Ukraine ne reconnaît pas la cession du Donbass, comment d'autres États le pourraient-ils ? Cette position souligne pour nous, en tout cas, que la Russie ne poursuit actuellement aucune intention de paix réaliste. Le Kremlin pose ses revendications territoriales maximales, non comme base de paix, mais comme condition préalable, sans évoquer cessez-le-feu, garantie de sécurité ni retrait. Ne confondez pas la condition de paix, le cessez-le-feu, et la demande d'un cessez-le-feu. Céder une grande partie du territoire, où se trouvent surtout de nombreuses installations de défense, dans l'espoir qu'il y aura ensuite la paix, est bien sûr absolument grotesque. Cela reste donc comme auparavant. Pourquoi ai-je dit plutôt que cela n'apporte presque rien ? Ils se sont déjà mis d'accord sur un nouvel échange de prisonniers. 150 soldats ukrainiens et 7 civils ont été libérés alors qu'ils étaient détenus par les Russes, où la captivité est tout sauf agréable. Nous constatons souvent combien les soldats qui rentrent sont amaigris. Mais comme on peut le voir dans cette vidéo, la réaction des membres de la famille qui peuvent revoir leurs enfants après plus de 3 ans d'incertitude a de nouveau été énorme. Depuis Cross, une vidéo montre une colonne russe avec quelques M113 capturées, détruites aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe ici. Les Russes ont pris le centre de Krasny Liman, intensifiant la pression sur Rudinsky. La situation reste globalement calme concernant les gains de terrain, comme mentionné dans les récents rapports. Cependant, ce calme n'est pas forcément positif. Cela montre aussi que notre camp n'a pas d'impact sur le front. Ce point est important. 2 ans après la nomination de Syrski à la tête des forces armées ukrainiennes, de plus en plus de voix demandent son remplacement. Le moment est délicat. Des forces russes sont près de Sloviansk et exercent aussi une pression vers Zaporijia et Pokrovsk. Dans ce contexte, un bilan sobre est dressé. À l'arrivée de Syrski, en remplacement de Saloujny, la ligne de front était bien plus à l'est. Avdiivka résistait, Bouldar et Krasnovo-Divka restaient en des bastions. Toretsk était stable et des combats se déroulaient près de Libyansk. La situation était difficile, mais un peu plus structurée. Avec la nouvelle direction
D'importantes réductions de personnel et le remplacement de nombreux membres de l'état-major et commandants expérimentés ont eu lieu. Par la suite, il y a eu des pertes de coordination sur le front, des rotations problématiques et la perte de certaines positions. La critique vise surtout l'écart entre gains et pertes, moins la perte territoriale. Le commandement de Syrski était réputé très influencé par la doctrine soviétique. Il avait déjà auparavant la réputation d'être un défenseur extrêmement tenace, quoi qu'il en coûte. Des contre-attaques contre des positions russes solides ont été ordonnées, les retraits fortement retardés et des unités maintenues près de l'encerclement. Je l'ai souvent évoqué lors de son changement de commandement. Cette pratique a entraîné de lourdes pertes et un affaiblissement durable de plusieurs unités, par exemple la 47e, brigade dont on n'entend plus parler depuis des mois. Sous Saluchny, ils étaient très présents et ils géraient déjà la zone avant sa nomination. Bachmout a perdu plusieurs brigades sous son commandement, ce qui a retardé sa chute sans vraiment changer la donne. S'ajoute le déséquilibre structurel. En 2025, Syrski a créé de nouvelles unités directement sous ses ordres, dotées en priorité de personnel et d'équipement occidental. Dans le même temps, de nombreuses autres brigades mécanisées, parfois avec seulement 30% de leur effectif théorique, étaient fortement réduites, certaines même sans chars de combat. Peu importe. Des plaintes récurrentes dénoncent pour son micromanagement et son contournement de la hiérarchie. Il aurait même indiqué précisément où creuser certaines tranchées, alors que cela relevait en fait de la responsabilité des chefs de section et qu'il n'était même pas sur place et que cette tâche ne devrait même pas relever de sa compétence. Les unités de défense territoriale sont encore moins bien équipées en raison de ces décisions, car il a utilisé les ressources pour un très petit groupe d'unités directement subordonnées. Les critiques y voient une préférence pour les unités d'élite loyale au détriment d'une armée plus large. L'opération de Koursk est considérée comme un succès opérationnel, du moins au début. C'est surtout une erreur russe, plus qu'une opération ukrainienne bien planifiée par Syrski, qui a mené à ce succès. Après la stabilisation de la Russie et l'arrivée de renforts, aucun repli opportun n'a eu lieu. Le maintien des positions a encore causé de lourdes pertes sans but stratégique. La Russie a continué ses avancées à l'Est. Nous voyons maintenant le résultat. Solutionny se distingue aussi par sa gestion des unités de volontaires. Pendant que cette intégration et cette recherche de consensus avaient lieu, Syrski misait sur une discipline stricte. La dissolution ou le remplacement de l'encadrement d'unités critiques a fortement réduit la volonté d'évaluer la situation ouvertement. Pour ces raisons, beaucoup demandent désormais sa démission ou un changement de direction, car l'Ukraine ne pourra de toute façon obtenir des différences notables sur le front qu'en 2026, et pour cela, il faut aussi des dirigeants compétents. Cependant, un changement rapide pourrait aussi entraîner une nouvelle vague de réorganisation, repoussant ainsi une offensive à l'année prochaine, voire l'empêchant complètement. La guerre entre Elon Musk et l'armée russe continue. Hier, SpaceX aurait activé tous les terminaux de communication Staline employés par les forces russes. Dans les blocs militaires russes et canaux concernés, cela a suscité une vive colère et des plaintes, renforçant la crédibilité de l'information. Un nouveau système de liste blanche a été introduit, comme annoncé la semaine dernière après l'entretien de Musk avec des représentants ukrainiens. La raison en était que la Russie utilisait également les terminaux pour attaquer des cibles civiles. La guerre ne peut désormais être menée que si les terminaux sont correctement enregistrés et activés via les canaux ukrainiens. Les appareils non autorisés se déconnectent, surtout en mobilité. En réponse à cela, il est notamment rapporté que le groupe extrémiste russe Russich souhaite désormais utiliser des ponts Wi-Fi improvisés pour remplacer justement Staline. Mais cela ne permet évidemment pas de les remplacer. C'est une option supplémentaire, mais qui comporte de nombreux inconvénients. Car la Russie, ou bien les soldats russes, ont fait de Staline un élément central, non un simple ajout. Des réseaux radiomilitaires défaillants ou peu fiables, qu'ils n'ont toujours pas réussi à maîtriser. Si ce système tombe en panne, ce sont surtout les éléments de combat mobiles, c'est-à-dire les unités de drones, les observateurs d'artillerie, les forces mobiles, etc., qui s'effondrent. Leur capacité de synchronisation, de transmission et de correction de tir. Nous avons déjà examiné un poste de contrôle de drones russe. Des soldats assis dans un bunker ou une position improvisée avec plusieurs moniteurs voient l'image en direct.
Ensuite, ils peuvent coordonner de nouveaux ordres ou de nouvelles attaques. Et tout cela se faisait toujours via Discord et Starlink, afin d'assurer la communication. Les ponts Wi-Fi et autres solutions de contournement ne sont donc pas vraiment comparables opérationnellement. Elles ont une portée limitée, exigent des points relais fixes, sont très sensibles aux interférences et peuvent être facilement localisées et neutralisées par reconnaissance radio. Elles forcent aussi les unités à rester statiques, les exposant aux drones, à l'artillerie et aux frappes précises. Un système de communication flexible et mobile devient une solution rigide et vulnérable. Pendant ce temps, un autre système de communication, que j'appellerai simplement une alternative à Starlink, est présenté à Loukachenko. La question clé est désormais de savoir si la Russie va se tourner vers Loukachenko et tenter l'alternative biélorusse. Ce n'est pas une réelle équivalence technique avec Starlink, mais une tentative d'intégrer un système de remplacement politiquement contrôlable pour compenser une partie des capacités de communication perdues. Mais une telle démarche serait surtout un aveu de dépendance, difficilement comparable à une solution que la Biélorussie pourrait proposer. L'état-major ukrainien a confirmé à plusieurs reprises des attaques délibérées contre le site d'essai de missiles russes à Yar, près d'Astrakhan, selon diverses informations récentes. Les armes miracles russes, les Orychnik, y étaient déployées et auraient causé d'importants dégâts, selon les informations. Je préfère attendre d'autres images satellites, pas seulement celles des Ukrainiens. Pendant les attaques, des missiles de croisière Flamingo auraient aussi été utilisés. Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée, mais elle est considérée comme possible, car la portée et le profil d'utilisation correspondent à la cible. Dans une autre vidéo, le tir de missiles de croisière Flamingo est visible, sans séquence d'entrée. Si ces informations se confirment, le site de lancement de missiles aurait été frappé comme cible de grande valeur. Le site sert notamment à la Russie pour tester et préparer des lancements de missiles, ce qui lui confère une importance militaire et symbolique. Car comme nous le savons tous, Poutine ne peut pas utiliser d'armes nucléaires, c'est pourquoi il mise entièrement sur les Orychnik. Merci aux abonnés, membres, à l'équipe Algo, au lieutenant-colonel Renek, Tish et au lieutenant-colonel. Abonnez-vous, likez, commentez, à bientôt pour le prochain rapport.